bonjour à tous. Je vous fais une petite introduction rapide pour contextualiser, donner un cadre au sens de la vidéo que vous allez voir. Il s'agit donc de l'interview qui a été faite avec Philippe Guillemant lors du dernier Potentiel humain qui est consacré donc le sujet du lien entre la conscience et l'esprit. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce potentiel humain, il s'est fait en deux parties. Il y avait d'une part les conférences auxquelles tout le monde a assisté à ce sujet-là, et il y avait en off des interviews que j'ai faites donc avec les personnes qui étaient là pour présenter les conférences, qui avaient pour objectif de prolonger les sujets que nous avions étudiés au sein de l'académie pour pouvoir prolonger la réflexion des concepts clés qui étaient associés. Et donc, l'idée de cette interview, elle était là aussi pour introduire la prochaine formation, donc qui aura lieu au mois de novembre et qui sera sur la douleur. Parce que la douleur est un concept, encore une fois, qui est appréhendé de façon beaucoup trop superficielle, et les notions qui vont être abordées lors de cette interview vont déjà nous donner les premiers éléments que nous allons pouvoir rattacher à cette notion de douleur pour avoir une vision et une approche beaucoup plus systémique. Donc je vous invite à écouter cette interview qui va nous permettre d'introduire ce travail donc sur la douleur. Philippe Guillemant, bonjour. Bonjour. Alors je suis très heureux de vous accueillir lors de cet événement du potentiel humain. Cette édition 2025 qui a pour thème la notion d'esprit, oui, et son rapport avec la santé. Et à ce sujet, j'aimerais pouvoir aborder avec vous certains attraits de votre vie en tant qu'expérimentateur, en tant que chercheur. Et j'aimerais que l'on puisse parler un petit peu de l'aspect évolutif de la science, c'est-à-dire de savoir pour vous quels sont, par rapport à votre histoire, quels sont les éléments qui, historiquement, dans l'histoire des sciences, a permis véritablement de faire le plus avancer nos idées quant à la notion et le rapport que nous avons avec l'esprit. On parle souvent de la mécanique quantique à ce sujet-là. Hein, mais pas que, en fait. C'est sûr que la découverte de la mécanique quantique, qui n'est d'ailleurs toujours pas encore digérée, puisqu'il subsiste des problèmes non solutionnés en mécanique quantique. Enfin, il existe des solutions, mais il n'y a pas de consensus. A fait couler énormément d'encre, a conduit à toutes sortes de dérives, etc. Et aujourd'hui, on est toujours à peu près encore dans cette situation. Et c'est pour ça que je préfère citer aussi d'autres branches de la physique qui ont contribué peut-être plus discrètement, mais de manière plus convaincante au changement de conception, de conscience de la réalité. C'est la théorie de la relativité restreinte et générale d'Einstein, qui a abouti à la notion d'univers bloc. Et pour comprendre l'univers bloc, on a un problème avec, en quelque sorte, l'obligation de considérer que ce qu'on appelle le présent, ce avec quoi les équations travaillent, la variable t des équations, c'est quelque chose qui n'est pas physique. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la conscience. Et ça, de grands physiciens s'en sont rendus compte, mais bon, on crie pas ça sur les toits parce que il a toujours été infamant d'envisager l'introduction de la conscience en physique. Et puis il y a d'autres disciplines, hein, comme la thermodynamique, qui font réfléchir, mais bon là, comme la thermodynamique c'est un peu plus compliqué, on va dire que là ce sont les plus grands experts qui ont compris qu'on avait un problème avec la thermodynamique, parce que l'interprétation, la thermodynamique est donc la notion d'entropie,
parce que l'entropie, lorsqu'on l'examine sérieusement, donc l'entropie qui est au niveau des êtres vivants, ce dont l'énergie en excès dont on se débarrasse parce qu'elle est en quelque sorte désordonnée. Mais d'une manière générale, en thermodynamique, on parle de perte d'information lorsqu'on parle d'entropie. Et cette notion d'information, on a un souci parce qu'elle est subjective. Et donc, on a un problème avec la subjectivité de l'entropie qui n'est pas encore résolue, qui a donné lieu à énormément d'encre et par exemple à travers l'expérience de pensée du démon de Maxwell, mais je ne vais pas en parler parce que ça c'est prise de tête. Voilà, donc on a et donc il introduit la subjectivité là encore en physique. La mécanique quantique introduit aussi une sorte de subjectivité, je vais y revenir là-dessus, en physique. Et puis on a la cosmologie. La cosmologie qui pose de gros problèmes parce que en cosmologie, on n'arrête pas de détruire la notion d'espace. Alors on avait déjà détruit la notion de temps, maintenant on détruit la notion d'espace. Donc ça remet en question carrément, il y a au moins 4 grands domaines en physique qui remettent en question la nature de la réalité et qui nous invitent à prendre en compte la conscience. Mais on ne sait pas ce que c'est que la conscience. Enfin, on croit ne pas savoir ce que c'est. Ça c'est différent encore. Alors, vous pensez que la conscience est quelque chose qui finalement c'est quelque chose dont nous savons ce qu'elle est, mais que nous ne sommes pas capables. En fait, elle est presque, c'est trop présent pour qu'on puisse capter sa présence. Il y a un peu de ça, mais pas que. Il y a le fait que la science, elle est construite sur une conception erronée de la réalité. Et donc, si on est dans une prison, on ne peut pas sortir de la prison pour voir la vraie nature de la réalité. Et donc, on reste bloqué. Et on ne comprend pas la conscience. Alors que si on revient à Descartes d'une certaine manière, parce que moi j'aime bien le réhabiliter Descartes. Ah oui. Parce qu'on a souvent dit que Descartes c'est le père du mécanicisme, mais c'est pas le père du matérialisme. Non. Le mécanicisme, l'idée que tout est mécanique, et j'ai passé ma vie moi-même à essayer de montrer que le fait que tout soit mécanique est tout à fait compatible avec l'existence de l'âme. Et Descartes croyait dans l'existence de l'âme. Quand j'ai lu Descartes à l'âge de 14 ans, j'ai été hanté par cette idée, mais comment est-il possible de rendre compatible l'existence de l'âme avec la mécanique? Il m'a fallu toute une vie pour arriver à résoudre le problème, d'où tous les ouvrages que j'ai écrits. Publiés. Et donc, si on en revient à la logique de Descartes, je pense donc je suis, ça veut dire quoi? Je pense donc je suis conscient. C'est notre conscience qui est première. Bon, bien entendu, on n'avait pas la même notion de la conscience à cette époque-là, mais c'était ça le véritable sens. Descartes écrirait à notre époque, il parlerait de la conscience, il parlerait pas de la pensée. On a depuis fait des progrès. Et donc, il faut tout ramener à la conscience. La seule chose dont on ne peut pas douter, c'est le fait que nous soyons conscients. Et la seule chose dont on peut douter, au contraire, c'est tout ce qui est matériel à l'extérieur, parce que nous n'avons pas d'accès direct à ce réel, parce que nous interagissons, il y a tout un tas de filtres, et nous, ce que nous ressentons, enfin ce que nous percevons, en tout cas, ce n'est qu'une reconstitution des interactions entre les stimulations de l'environnement et les interfaces, si vous voulez, de nos sens. Et donc, effectivement, Descartes déjà disait, le seul référentiel sur lequel vous pouvez vous appuyer avec certitude, c'est votre conscience. Oui. Mais comment faire lorsque la seule chose qui semble être réelle soit la chose la plus difficile à appréhender et à définir? Comment vous expliquez ce paradoxe? En fait, non, c'est pas vrai que ce soit la chose la plus difficile à appréhender et à définir. D'abord, on a un problème avec le mental.
Qui dit mental, donc cerveau, pensée analytique, raisonnement, etc., dit obligation de définir un cadre. C'est-à-dire que le mental se positionne d'emblée en je suis le maître. D'accord. D'accord. Et à partir de là, il y a une contradiction, parce que pour se positionner en tant que maître, il est obligé de faire des postulats. Et ce sont ces postulats qui vont définir la qualité de toute la pensée qui en découle. Donc si on part de mauvais postulats, on va avoir un système erroné. Or aujourd'hui, on se rend compte qu'on était parti de mauvais postulats. C'est-à-dire que le postulat du déterminisme, associé à la causalité, nous a complètement mis dedans au niveau de notre conception du réel, mais nous a énormément profité au niveau de l'élaboration de toutes les technologies qui sont issues de la science. C'est-à-dire que c'était une simplification, mais c'était une simplification utile, que de considérer que notre réalité se fabrique automatiquement via l'écoulement du temps, via la causalité, le déterminisme qui entraîne que il existe un seul futur possible à partir du passé et du présent que nous vivons, et que ceci est déterminé par la causalité. Et la preuve, c'est que les équations qui nous permettent de faire des prévisions sont justes. Oui, mais bon, les équations qui nous permettent de faire des prévisions sont justes qui sont des équations du temps, sont justes dans des cas très particuliers. Dans le cas des mouvements des planètes, parce que les planètes, elles évoluent dans le vide, il n'y a pas beaucoup d'interactions, donc etc. On arrive à faire des calculs aussi en physique statistique parce qu'on introduit des statistiques. Et donc effectivement, les statistiques ont tendance à plus il y a de nombres, plus il y a de molécules, etc. Et plus les statistiques donnent un résultat juste. Ça ne veut pas pour autant dire que la réalité est déterministe, etc. Donc, mais on est rentré dans cette illusion du tout est mécanique, mais de manière déterministe, et en plus on est rentré dans l'illusion que tout est matière. Pourquoi ? Parce que les équations ne peuvent travailler que sur l'information matérielle. Matériel, ça veut dire ondes et particules, on range les ondes dans le domaine matériel. Et à partir de là, comme la physique a eu de grands succès, on a considéré que voilà, non seulement tout est mécanique, mais en plus tout est matériel. Et on a construit notre vision du monde à partir de là, alors que le postulat de départ est erroné. Et donc il faut en revenir il faut modifier le postulat de départ. Donc il faut sortir de la causalité et du déterminisme, parce que la causalité et le déterminisme dépendent du temps. Or, entre-temps, on s'est aperçu que le temps n'existait pas. C'est-à-dire que la variable temps n'est pas une variable qui permet de calculer le futur à partir du présent ou du passé, parce que le futur, il est fondamentalement multiple. Il est fondamentalement multiple en mécanique quantique, mais il est aussi fondamentalement multiple à notre échelle macroscopique. Et ça, j'ai passé ma vie au CNRS à faire des calculs, enfin pas toute ma carrière, un tiers de ma carrière, à faire des calculs pour montrer que le résultat qu'on a découvert en mécanique quantique, il est aussi valable à l'échelle macroscopique. Simplement, il faut aller voir dans le futur proche plutôt que de regarder dans le présent. C'est-à-dire que la mécanique quantique, les effets quantiques avec l'influence de l'observateur, l'intrication, la superposition d'états, ce sont des choses qu'on peut observer dans le présent. Mais si on pouvait voir dans le futur, on observerait la même chose à notre échelle. Plus l'échelle est grande, et plus il faut aller plus dans le futur pour constater que le réel est quantique. D'accord. Donc vous, dans votre approche et dans ce que vous avez étudié, dans ce que vous avez appris, le futur est un concept qui
qui existe déjà. C'est pas quelque chose qui se crée au fur et à mesure. C'est quelque chose qui préexiste. En fait, nous allons vers quelque chose qui potentiellement est déjà là. Oui. C'est bien ça. Oui. Alors, mais ne voyons pas les choses de manière trop simpliste. Oui, le futur est déjà réalisé. Il y a plein de choses plein d'éléments qui le justifient en physique, et l'élément le plus puissant, c'est le fait qu'il est impossible de définir un front du présent. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire un moment avant lequel les choses sont déjà créées et après lequel rien n'est encore créé. D'accord. Parce qu'il est impossible de mettre d'accord des observateurs dans des repères qui soit sont éloignés l'un par rapport à l'autre, soit sont en déplacement l'un par rapport à l'autre. D'accord. Même si on tient compte de l'éloignement, de la vitesse de la lumière, etc., pour dire, bon ben voilà, ton présent à toi, ça correspond à tant de temps après ce que je vois parce que t'es loin, etc. Oui. Même si on tient compte de ça, ça ne marche pas. Oui, là on s'appuie vraiment sur la relativité, là. C'est-à-dire qu'il est impossible de définir le présent. Ceci a été démontré non seulement théoriquement, mais aussi expérimentalement via les horloges atomiques. Et donc on peut en déduire que le présent n'existe pas et que donc tout est déjà créé. Et ceci est cautionné par la théorie de la relativité qui relie la matière et l'espace lui-même, au point que l'on peut considérer que finalement l'espace est un produit de la matière, n'existe pas réellement d'une certaine manière. Et tout ça conduit à penser que notre futur est déjà réalisé. Mais d'autres éléments nous conduisent à penser que notre futur est multiple. Alors comment concilier notre futur multiple, donc ce qu'on appelle le multivers, qu'il soit quantique ou qu'il soit autre, avec l'idée que le futur est déjà réalisé? Eh bien, moi, c'est ce que j'ai proposé de faire depuis 15 ans dans mes livres et conférences, en disant que tout simplement le futur est flexible, c'est-à-dire qu'à tout moment le futur est défini, mais il peut changer sous différentes influences. Et on peut le concevoir au niveau individuel pour ce qui concerne la vie d'une personne comme étant comme la trajectoire d'un GPS à l'intérieur d'un vaste territoire des possibles. Voilà. Et ça, en plus, on peut cautionner cette vision en disant que la métaphore du GPS est la meilleure pour concevoir le futur, par différents types de calculs. Moi, j'ai fait des calculs de billard pour montrer qu'effectivement, il y a deux manières de changer les trajectoires de boules, quelle que soit la précision de l'univers, quelle que soit la précision à laquelle on travaille. C'est soit en redéfinissant la destination des trajectoires, soit en modifiant en modifiant simplement, on conserve les conditions finales et les conditions initiales, et on peut trouver plusieurs chemins qui relient les deux. D'accord. Oui. Différents chemins. Comme pour un GPS, vous partez d'un point pour aller à un autre point. Si ces points sont suffisamment distants, vous pouvez trouver plusieurs trajectoires pour aller de l'un à l'autre. Et même c'est proportionnel. C'est-à-dire que plus il y a de distance, plus on peut imaginer qu'il y a de possibilités. Oui. D'accord. Mais si la distance est courte, si la durée entre les conditions initiales et les conditions finales est trop courte, il n'y a qu'une seule possibilité. D'accord. Et on retrouve le déterminisme. Donc le déterminisme est un cas particulier. Le déterminisme est un cas particulier de cas où il n'y a pas de bifurcation entre le présent et le futur. D'accord. Ok, effectivement. Et ça demande effectivement à reconsidérer, ou du moins à essayer de redéfinir ce qu'on entend par le terme de temps. Est-ce que vous avez, vous, personnellement, une définition claire de ce à quoi correspond le temps? Oui, j'ai une définition claire de ce à quoi correspond le temps. Est-ce que vous pourriez nous la partager? Le temps, c'est le temps de la véritable évolution, qui n'est pas une évolution dans le temps, mais hors du temps. C'est-à-dire le temps, il doit être positionné hors du temps. Alors je vais essayer d'être plus clair
L'évolution, c'est quand les choses changent. Ouais. Si notre futur est déjà réalisé, il n'y a rien qui change. D'accord. Et le fait d'aller du présent vers notre futur ne correspond pas à un changement. Ça correspond à l'équivalent d'un déplacement. Mais il n'y a pas de changement. Sauf que vous changez de position. Ok. D'accord ? D'accord. Bon, mais il n'y a pas d'évolution là. Ça ne peut pas expliquer en plus l'évolution des espèces, ça ne peut rien expliquer. C'est pas au cours du temps que les choses évoluent. D'accord, mais vous changez pas pendant que vous vous déplacez ? Si tout est calculé à partir du présent, si le futur est parfaitement déterminé à partir du présent, Ouais. d'accord, je me positionne dans cette simplification-là. D'accord. Ok. Il n'y a pas d'évolution. Ok. D'accord. Vous ne faites que faire tourner le disque, hein, la tête de lecture, faites avancer la tête de lecture. Il n'y a pas d'évolution. D'accord. Hein, ça ne peut pas expliquer l'évolution des espèces, ça ne peut pas expliquer la négantropie, ça peut rien expliquer. Donc la vraie évolution, elle a lieu hors du temps et ça consiste à changer de ligne de temps. Et c'est là qu'apparaît le multivers de possibilités, parce que lorsque vous êtes à une bifurcation, par exemple, ben, vous pouvez choisir, entre guillemets, ça ne veut pas dire qu'il y a un libre arbitre, vous pouvez choisir, soit vous continuez la ligne de temps prévue, par l'univers, on va dire, soit là, il y a une possibilité de changer de ligne de temps. Donc vous changez d'univers. Et là, il y a une évolution puisque vous avez changé d'univers. Vous êtes passé d'un univers à l'autre au sein du multivers. Vous avez pris une trajectoire parallèle, mais qui vous envoie pas vers le même futur. D'accord. Mais qui, nous, à notre échelle, ne s'exprime pas par des ressentis spécifiques. En général, non. D'accord. D'accord. Mais bon, comprenez que le temps de l'évolution, là, peut... Ah, si effectivement on peut changer de ligne de temps, là, il peut se passer des choses qui pourraient peut-être expliquer la vraie évolution négantropique, comme on dit, c'est-à-dire vers plus d'ordre, alors que l'évolution déterministe, telle qu'on peut la calculer en mécanique habituelle, elle accroît sans cesse l'entropie. Les physiciens le disent, hein, l'entropie ne peut qu'augmenter au cours du temps, c'est une loi de la thermodynamique, plutôt c'est un résultat. Et ceci ne peut pas expliquer l'évolution, puisque l'évolution elle est négantropique, donc on ne peut pas expliquer l'évolution des systèmes vivants avec le temps linéaire. Le temps linéaire nous maintient sur une ligne de temps figée. L'évolution vraie, le temps vrai, c'est le temps dans lequel on change de ligne de temps, c'est-à-dire le temps dans lequel on change d'univers. Ce qui implique de revoir notre conception même de l'univers, puisque la conception matérialiste du multivers, ça consiste à dire qu'il existe une myriade d'univers parallèles dans d'autres réalités qui pourraient se trouver au-delà de 15 milliards d'années-lumière. C'est ce qu'on voit. La théorie des univers bulles, par exemple, pour moi, c'est complètement absurde, parce que ça provient de l'idée que tout est matière, alors qu'en réalité, tous ces univers sont parfaitement superposés. Ils sont juste superposés. Oui. Comme le multivers quantique, d'ailleurs, nous propose de le concevoir. Mais rentrons pas là-dedans, parce que ça va faire des nœuds dans le cerveau. Et donc, par rapport à cette conscience, à cette notion d'esprit, vous disiez au début que pour vous, les dés étaient pipés au départ parce qu'on avait mal, on s'était mal positionné pour analyser ou pour essayer de comprendre ce qu'était la conscience. Est-ce que vous entendiez par là le fait que la conscience, c'est quelque chose qui se vit, comme dirait Descartes, mais qui ne s'explique pas? Ben, de toute façon, on est obligé, à partir du moment où on est piégé par notre mental, hein, donc on est obligé, à un moment donné, de postuler quelque chose. C'est ça. D'accord. Alors, le plus sain, là où on fait le moins d'erreurs, c'est de postuler ce qui est obligatoire. Hein. Vous le disiez tout à l'heure, ce qui est obligatoire, c'est la conscience, c'est pas la matière. Non. Je pense donc, je suis conscient, la première chose que je dois postuler, c'est ça. Donc, ce que je postule, je ne peux pas le définir.
c'est parce que je le postule. Je peux juste, je peux définir, je peux juste si je peux le définir, mais de manière extrêmement simple, puisque c'est quelque chose qui est vécu, qui est expérimenté. Il faut le croire. Donc le mieux, c'est de croire quelque chose qu'on expérimente, parce que finalement, la vérité est de l'ordre de l'expérience. Si vous postulez le déterminisme, je suis désolé, mais le déterminisme et la causalité, c'est une apparence. Et donc, si vous postulez ça, vous tombez dans un piège. On est tombé dans ce piège. Si vous postulez la conscience, là, non, on n'est pas dans une apparence, on est dans quelque chose qui est vécu. Donc là, il n'y a pas moyen de faire. On peut beaucoup moins de chances de faire une erreur. Donc à ce moment-là, on définit la conscience comme étant ce qui nous permet d'appréhender la réalité. C'est tout. Et puis c'est tout. Et c'est pas la peine d'aller plus loin. D'accord. Ce que vous dites là, ça me fait un petit peu penser. Parce que moi, là, la façon dont vous me le faites ressentir, je le ressens un peu comme un paradoxe, mais je sens qu'il y a quelque chose à dépasser, et ce raisonnement me fait penser en mathématiques à ce théorème de Gödel. Vous savez, où on a l'impression que il y a des choses dont on peut parler, mais comme dirait Descartes, dont on ne peut pas être sûr, parce que ce sont des expériences, ce sont des interprétations, et la seule chose dont nous soyons vraiment sûrs, en fait, on peut pas. C'est comme quand on dit on peut pas faire et se voir faire. Oui, non, mais ça c'est un paradoxe mathématique, théorème de Gödel et d'autres. Ça a quelque chose à voir avec ça ou pas vraiment? Oui. C'est-à-dire que le mental est obligé de poser un cadre. Ce cadre, il est fondamentalement faux. Voilà, et ça se renferme contre lui. C'est-à-dire qu'il est obligé, pour fonctionner, de créer quelque chose qui s'oppose par définition à ce qui lui permettrait de. Oui, parce que il est démontré mathématiquement qu'on ne peut pas, si on considère un ensemble dans lequel on veut que tout soit rationnel et cohérent au niveau de l'évolution de cet ensemble, on aboutit à des paradoxes, on aboutit à des indécisions, on aboutit à la nécessité de stopper parce que là il y a une décision à prendre et on ne sait pas dans quel sens aller. Donc ou alors on a abouti à des choses incohérentes. Donc on peut pas, c'est le mental même, notre cerveau nous oblige à faire une erreur fondamentale qui doit être acceptée quant à notre vision de la réalité. Parce qu'on est dans une prison, donc il vaut mieux essayer d'agrandir au plus les murs de notre prison, et pour bien agrandir les murs de notre prison, il faut considérer que c'est la conscience qui nous permet d'appréhender le réel. À partir de là, on peut travailler, parce que du coup, on part de la conscience. Donc on part. Alors qu'est-ce que c'est qui nous permet d'appréhender le réel? C'est l'information. Donc de suite, on tombe sur l'information. De quoi est faite cette information? Si on fouille, si on regarde en physique de quoi est faite l'information, on s'aperçoit qu'elle est faite de vibrations. Tout est vibration. Même l'espace, on arrive à le réduire à des vibrations. La matière, on la réduit à des vibrations. Et il y a une certaine logique. Et d'ailleurs, du coup, l'esprit est fait de vibrations. C'est ce qui est à la source de tout. Parce que en mathématiques, on peut transformer la vibration. Alors une vibration, on connaît la sinusoïde, mais une vibration en général, c'est plutôt un signal qui est assez compliqué, d'accord? Et il est démontré mathématiquement que n'importe quel signal est la somme de vibrations élémentaires. D'accord. Et il est aussi démontré qu'on peut transformer n'importe quel signal en un espace multidimensionnel. D'accord? Donc finalement, de la vibration est issue l'information, parce que l'information elle est codée dans le signal, est également issue l'espace. C'est-à-dire que à partir de la vibration, on peut fabriquer l'information et l'espace, et l'information qu'il y a dans l'espace. Et finalement, on fabrique la matière. La matière a ceci de. Alors bon, je vais faire un grand écart parce que je peux pas tout expliquer. Pour moi, la matière, c'est une cristallisation de la conscience. Cristallisation, puisque la conscience, c'est de l'information. Cristallisation de cette information dans le temps. C'est-à-dire que pas de changement de ligne de temps. C'est-à-dire que ce que nous avons à vivre est déjà parfaitement défini, c'est-à-dire matérialisé
Voilà, il suffit juste de prendre la tête de lecture, et ça, c'est matériel. Quand ce n'est pas parfaitement défini, là, il y a de la conscience dedans. C'est-à-dire que la conscience, c'est de la matière dégelée, ou la matière est de la conscience gelée. C'est-à-dire que je ne fais pas tellement de différence, au fond, entre la conscience et la matière. La conscience, c'est ce qui permet à la ligne de temps définie par une matière d'évoluer hors du temps. Voilà. Donc la conscience, elle est capable de travailler sur les lignes de temps. Et ça, c'est un concept très important, parce que là, on va directement vers la compréhension de tout un tas de phénomènes inexpliqués, y compris la compréhension de moyens thérapeutiques. Parce que la conscience, elle est capable d'œuvrer sur les lignes de temps, en dégelant les lignes de temps. Donc au lieu de faire apparaître une seule possibilité d'évolution, elle fait apparaître une multiplicité d'évolutions, et ensuite il y a d'autres propriétés de la conscience comme l'intention qui permet de choisir la destination et qui va créer un changement de ligne de temps. D'accord. Très bien. Donc si j'essaie de recontextualiser un petit peu ce que vous dites, cette ligne de temps, s'il y a une prédétermination, si vous voulez, dans ce qui est à venir, c'est comme s'il y avait un chemin qui était déjà là. Oui. Sauf que ce qui n'est pas prédéterminé, c'est la façon dont nous allons cheminer sur ce chemin. C'est-à-dire qu'on peut très bien... Il y a le chemin, on sait vers où on va. C'est prédéterminé de toute façon, mais ça peut changer à condition de sortir du conditionnement. Donc, parce que la mécanique va permettre à certains moments des bifurcations, ouais. Mais si nous avons un conditionnement qui empêche notre conscience de détecter ces bifurcations, nous allons rester sur la même ligne de temps. D'accord. Donc cela, du coup, nécessite de la prise de conscience, c'est-à-dire se rendre compte qu'il existe ces conditionnements, qu'il existe ces prédispositions à aller tout droit, on va dire. Le conditionnement, on ne s'en rend pas compte. Il faut en sortir voilà. Via différents efforts, différentes techniques, ça peut aller de la randonnée à la méditation, en passant par tout un tas le Qigong, etc. Enfin, et donc tout cela permet d'ouvrir, peut-être de déclencher un éveil de la conscience, et de cet éveil de la conscience va surgir la possibilité de détecter les possibilités de changement aux bifurcations. Parce que les possibilités de changement aux bifurcations viennent du fait que l'état vibratoire de la conscience a changé. D'accord. C'est l'état vibratoire de la conscience qui définit la destination. D'accord ? D'accord. Mais bon, si on est à un moment donné sur une ligne de temps qui est déjà parfaitement programmée et qu'on ne peut pas changer parce qu'on a des contraintes, on a tous une vie, on a des enfants, on a un boulot, on a des habitudes, et en plus on est dans ce conditionnement, même si on se déconditionne, on va avoir du mal à changer. On a toujours des contraintes de toute façon. Voilà. Et il faut vraiment se débarrasser des conditionnements et être prêt en plus à se détacher de ce qui nous maintient en prison, et aussi à lâcher prise. Le lâcher prise, c'est le détachement du mental et avoir confiance en soi. Donc là, il y a un détachement émotionnel. Donc voilà, sortir de la prison du mental, de l'ego, de l'émotionnel n'est pas quelque chose de facile, mais quand si on y arrive, si on arrive vraiment à se libérer, à ce moment-là, on devient à ce moment-là, le nouvel état vibratoire dans lequel on se trouve va nous permettre de vivre des synchronicités aux bifurcations. C'est-à-dire que nous allons recevoir une guidance. Cette guidance va venir du fait que la probabilité de changer de ligne de temps va augmenter, et ça va se traduire par des effets particuliers aux bifurcations, par des signes, par des synchronicités, par ce qu'on appelle le passage du kairos. D'accord. Mais du coup, par rapport à ces différentes lignes de temps dont vous parlez,
Est-ce que vous considérez qu'il existe, que la conscience est quelque chose d'individuel ou que c'est quelque chose de collectif? C'est les deux, c'est-à-dire que nous sommes tous reliés, horizontalement, mais aussi verticalement. Nos consciences sont emboîtées les unes dans les autres. Nous sommes composés en partie de la conscience de nos cellules. Et nous faisons partie intégrante de la conscience de la Terre. Bon, maintenant, notre planète, la Terre, ne vit pas de la même façon ce dont elle a conscience et qui est notre influence et ce dont nous avons conscience. Voilà, c'est différent. Nous vivons la conscience de nos cellules sous forme sensitive, mais je suppose que j'ai du mal à me mettre à l'intérieur d'une cellule pour imaginer ce dont elle a conscience, mais je suppose que c'est très très différent. Surtout que c'est pas les mêmes temporalités. C'est que plus la conscience est grande et plus sa temporalité est importante. Ça, c'est la notion de densité de temps qui a été oubliée par les physiciens. La notion de densité de temps ou d'épaisseur de temps, c'est justement une notion qui va définir l'échelle de temps sur laquelle travaille une conscience. Donc nous travaillons à une échelle du temps qui va faire de notre vie quelque chose qui va durer un siècle, alors que la Terre travaille sur une échelle de temps quelque chose qui va faire que ça va durer des milliards d'années, et que nos cellules travaillent sur une échelle de temps, ça va peut-être durer 24 heures. Donc la densité du présent de chaque conscience, elle est complètement différente. Et c'est ça qui nous empêche de ressentir que nous sommes reliés à plus grand que nous. Alors c'est pas forcément la conscience de la Terre, à mon avis c'est la conscience, il y a des consciences intermédiaires, c'est-à-dire que notre conscience elle est emboîtée à l'intérieur d'une plus grande conscience qui n'est pas encore celle de notre planète, qui est celle de notre soi, de notre âme. Et là on peut essayer d'estimer à peu près quelle est la temporalité de notre âme. Moi, j'en suis arrivé via différentes estimations à l'idée que notre âme, elle travaille tout simplement à l'échelle d'une civilisation. D'accord. C'est-à-dire que, donc, on va dire plusieurs milliers d'années. D'accord. Voilà. Ok. Peut-être plus, peut-être plusieurs dizaines de milliers d'années, ça je ne sais pas exactement. Mais voilà, c'est à peu près l'échelle du soi. Et donc à ce moment-là, on peut comprendre plein d'autres choses. La nature de la vie après la mort, etc. Enfin, mais ça nous emmène loin. Et vous pensez, ou à votre niveau, que du coup, par rapport à tout ce que vous me dites, il existe réellement, là je m'interroge avec ce que vous me dites, une conscience individuelle? Est-ce que ce que nous avons comme sensation de conscience individuelle n'est pas l'illusion déjà d'un amas de conscience, comme ce que vous dites, c'est-à-dire l'association de la conscience de nos cellules, de notre cœur, de notre cerveau, vous voyez, d'une accumulation de différents niveaux de conscience qui s'emboîtent dans un méta-niveau, si vous voulez, et qui du coup nous donne la sensation que c'est nous, parce que ça devient unitaire dans la cohésion, mais qui est le résultat d'une accumulation de niveaux de conscience. Alors oui et non, non mais c'est une question de point de vue, mais tout est vrai, c'est-à-dire que... Attendez, je crois que ça s'est coupé. Tenez, celui-là. On peut voir de manière simple notre conscience comme étant juste la grande conscience avec une fenêtre particulière. C'est-à-dire nous serions tous la même conscience en train de regarder le réel, mais dans une fenêtre individuelle. Donc nous avons la sensation de notre individualité parce que nous avons une fenêtre qui nous est propre, mais notre conscience est la conscience du tout. Ça c'est ok, c'est une simplification et qui contient une part de vérité. Oui, j'entends. Mais bon, à mon avis, la réalité est plus complexe et il faut concevoir un autre type d'individualité qui est le fait que nous sommes quand même, à mon avis, reliés à une conscience qui est individuelle et qui elle-même est reliée, mais après un certain nombre de niveaux, à la conscience du grand tout, qu'on peut appeler Dieu si on veut. Ouais. C'est un peu les poupées russes. C'est comme les poupées russes, voilà, c'est comme les poupées russes. Mais nous aurions une conscience individuelle
Les animaux auraient plutôt une conscience de groupe, mais enfin, on peut aussi dire aussi que peut-être certains humains ont une conscience de groupe. Je ne sais pas. On peut faire tout un tas d'hypothèses, mais des éléments me laissent penser que nous avons une conscience individuelle, c'est-à-dire au sens, non pas au sens que, sinon nous serions Dieu, nous avons une conscience individuelle au sens où nous sommes reliés à une conscience individuelle plus grande que nous, qui est notre véritable identité. Même si elle est elle-même reliée à une de plus grande conscience, et là, il n'y a pas forcément l'individualité ne se préserve pas en haut de l'échelle, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrive à la conscience du grand tout. Mais alors, ça, ce sont des éléments expérientiels. Si on veut maintenant prendre des éléments théoriques, en physique, il y a dans le modèle holographique, dans la théorie des cordes, des éléments mathématiques qui nous permettent d'assigner à chaque individu une conscience individuelle à travers la notion de structure vibratoire. C'est-à-dire que il y a suffisamment de possibilités de structure vibratoire dans l'univers, il y en a 10 à la puissance 150, même 10 à la puissance 500, pardon. Pour pouvoir assigner une conscience individuelle à toutes les consciences de l'univers, y compris les plantes, enfin même les minéraux, enfin tout ce qu'on veut. Donc on a la place, mathématiquement, il y a la place de loger toutes les consciences. Très bien. Alors, bon, je vais parler comme ça, c'est pas grave. Ok, merci beaucoup. Donc, comme je vous expliquais, l'académie, donc Homéorésie et Principes du Vivant, qui est co-organisateur de cet événement, a pour vocation de familiariser, de populariser justement la plupart des révolutions scientifiques qui ont lieu à partir du 19e, 20e et 21e siècle, pour que les gens puissent mesurer leurs implications dans le cadre du vivant, c'est-à-dire faire le transfert de ce qu'on apprend des sciences dures, si vous voulez, par rapport à ce que ça nous dit de nous. Et donc dans ce travail, j'aimerais que vous nous partagiez ce qui pour vous, dans les révolutions que nous avons connues, quels sont ceux qui ont été les plus marquants, non pas dans leurs applications techniques et technologiques, mais sur leurs implications d'un point de vue épistémologique, sur ce que ça nous dit, nous, en tant qu'humains. D'accord. Bon, là, tout à l'heure, j'ai élaboré 4 domaines de la physique qui nous permettent de remettre en question notre vision du réel, mais il est vrai que en mécanique quantique, il y a un problème non résolu, ou résolu de différentes manières, qui modifie complètement notre vision de la réalité, parce que ça nous amène à considérer que notre réalité est une construction collective de la conscience. C'est le problème de la mesure. C'est ça. Hein, c'est-à-dire qu'on a, au départ, on a eu de grands physiciens qui ont essayé d'interpréter la mécanique quantique de diverses manières, dont notamment le fait que la conscience intervenait dans la réduction d'état, donc dans la mesure en mécanique quantique. Donc ça vient d'Eugène Wigner notamment et d'autres. Ensuite, ça a été battu en brèche, fortement combattu, et on a cru qu'on avait réussi à évacuer cette histoire de la conscience qui intervient dans la mesure, parce qu'en plus le New Age s'en était emparé, et ça a créé une dérive malheureuse. Et les physiciens ont cru qu'ils avaient résolu le problème à travers la découverte et la compréhension du phénomène de décohérence, qui est la fabrique automatique en quelque sorte de la réalité à partir du réel quantique. C'est-à-dire que la décohérence est le phénomène qui transforme un réel fondamentalement multiple en une réalité classique que l'on peut vivre, sauf que, alors on a cru que ça y est, on avait trouvé, et que les spiritualistes, on pouvait enfin les évacuer.
Mais en fait non, parce qu'on s'est aperçu que la décohérence expliquait la transformation d'état quantique en état classique, mais ne résolvait pas le problème de la superposition. Exactement. C'est-à-dire qu'il subsiste, même après la décohérence, il peut subsister différentes lignes de temps. Elles sont devenues classiques, elles sont devenues vivables, mais il reste le problème de l'observateur, et l'observateur semble intervenir pour faire le choix de la ligne de temps. Alors donc tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée, mais moi c'est quelque chose que j'ai expérimenté, que je fais expérimenter dans mes stages. C'est-à-dire quand on fait appel à une information quantique pour fabriquer plusieurs lignes de temps, oui, l'observateur joue un rôle fondamental, ce qui n'est pas le cas d'une manière générale dans la réalité macroscopique, c'est-à-dire que d'une manière générale, ce que nous avons à vivre dans le futur immédiat est déjà parfaitement déterminé de manière automatique. Et donc c'est pas parce qu'on observe à tout moment ce qui se passe qu'on est en train de créer quelque chose. Non, ça existe déjà, d'une manière générale, à notre échelle. Mais de temps en temps, il y a des bifurcations. Et à ce moment-là, on n'a pas résolu le problème. Et donc c'est là que la magie de la vie intervient. En tout cas, la magie au sens d'une science non encore comprise. Oui, c'est-à-dire qu'il existe des moments dans nos vies où les choix que l'on fait, qu'ils soient conditionnés ou pas, vont modifier notre parcours de vie. Et vont modifier même l'univers, vont nous permettre de changer collectivement d'univers, c'est-à-dire de ligne de temps. Voilà. D'accord. Donc, effectivement, si lorsque vous parliez de décohérence, lorsque vous parliez de décohérence, vous parliez des travaux de Serge Haroche, ou vous parliez de encore autre chose? Serge Haroche est un physicien français qui a reçu le prix Nobel pour avoir bien analysé le phénomène de décohérence et notamment montré que la décohérence est un phénomène progressif qui fait passer progressivement d'états quantiques à des états classiques, c'est-à-dire d'états superposés à des états bien définis. Mais quand on parle d'états superposés, on parle d'états superposés qui peuvent être de différentes sources et intriqués les uns avec les autres. Et la décohérence ne fait que supprimer l'intrication, mais ne résout pas fondamentalement le problème de la superposition, parce qu'il va subsister certaines superpositions. D'accord. Au départ, il peut y avoir très grande quantité d'états superposés, intriqués les uns avec les autres. La décohérence va supprimer l'intrication et la majorité des superpositions, mais il va subsister un certain nombre de possibilités. Ça, c'est au niveau quantique. Mais comme je le disais tout à l'heure, ce qui est valable au niveau quantique, d'après mes travaux, c'est aussi valable au niveau macroscopique, mais dans le futur. C'est-à-dire que on observe le quantique parce que dans notre densité de temps à nous, il faut aller dans l'infiniment petit pour voir que la réalité est quantique. Mais si nous vivions dans une densité de temps plus dilatée, on n'aurait pas besoin de descendre aussi bas. Très bien. Et quand on dilate encore plus le temps, on s'aperçoit que notre réalité, elle est quantique au niveau macroscopique. D'accord. Ok. Là, je comprends. Voilà. Ça, c'est mon apport personnel. Mon apport personnel, que j'ai donc publié dans Annals of Physics. D'accord. C'est un apport qui consiste à dire, on peut considérer que, y compris à l'échelle macroscopique, j'ai fait ça sur des trajectoires de boules de billard, notre réalité est quantique, mais à condition de considérer ses propriétés dans un laps de temps beaucoup plus dilaté que le laps de temps dans lequel on fait nos observations et qui correspond au présent. C'est-à-dire que le présent n'est pas quelque chose qui est un instantané, ce n'est pas la tête de lecture, c'est quelque chose qui a une épaisseur de temps. Oui, je comprends tout à fait. Et c'est parce que la conscience correspond au présent et que donc la conscience correspond à une certaine épaisseur de temps qui est de l'ordre
de la période que l'on peut déduire de notre activité cérébrale, que justement on peut voir dans le futur. C'est-à-dire que la conscience, on a établi expérimentalement le fait que le phénomène de prémonition existait. C'est-à-dire qu'il est établi que la conscience peut avoir une avance dans le futur. La conscience peut voir dans le futur proche. Il est même un peu moins bien établi, mais établi quand même, que la conscience peut accessoirement voir dans le futur un peu plus lointain. C'est-à-dire que la conscience, c'est quelque chose qui peut être modélisé mathématiquement à l'aide d'une fenêtre de temps qui va faire un pic dont la largeur va être de l'ordre de la seconde, mais il peut y avoir au niveau de l'inconscient la capacité de détecter des éléments du futur. Donc la conscience, notre esprit, serait capable de se promener, si je peux dire, sur cette épaisseur de temps, et c'est ça qui nous donne... C'est pas qu'elle serait capable, c'est qu'elle correspond à une épaisseur de temps. D'accord. Parce que le futur est déjà réalisé. Si vous voulez modéliser la conscience, si vous voulez modéliser l'instantané du présent, vous ne pouvez pas faire appel à un instantané, à un pic qui n'a pas d'épaisseur. Ouais. Vous devez faire appel à un pic qui a une épaisseur de temps. Si cette épaisseur de temps, elle est large, vous êtes très éveillé. Si cette épaisseur de temps, elle est très courte, vous êtes endormi ou vous êtes inconscient. Vous pouvez traverser, par exemple, une ville en voiture sans avoir été conscient. Donc là, ça veut dire que votre épaisseur de temps, du fait de votre habitude, s'est réduite considérablement. Voilà. Et on peut modéliser la conscience comme étant l'information contenue à l'intérieur d'une certaine fenêtre de temps qui a obligatoirement une certaine épaisseur. Et c'est le fait que cette épaisseur peut varier qui explique un tas de phénomènes. dont, puisqu'on est ici avec beaucoup d'auditeurs qui sont des sportifs, et je vais le redire durant ma conférence, dont l'état de flow ou la zone des sportifs, c'est-à-dire qu'à certains moments, à l'issue d'un très grand entraînement, et pour les experts, c'est surtout pour les champions, certains experts vivent, c'est de manière pas contrôlée, mais à certains moments vivent une situation dans laquelle ils font le geste parfait parce qu'ils ont l'impression que le temps s'arrête, en leur permettant de choisir exactement la trajectoire, le geste qu'il faut pour réussir le coup parfait. Et ça donne d'ailleurs une sensation de joie, de plaisir, c'est extraordinaire. Cette sensation d'arrêter le temps qui paraît irrationnelle, eh bien, elle est parfaitement rationnelle si on l'associe tout simplement à une augmentation de l'épaisseur de temps. Parce que l'augmentation de l'épaisseur de temps fait que la quantité d'informations qui arrive dans le présent par rapport à la quantité d'informations que l'on perçoit du présent, elle est fortement réduite. Et donc on a l'impression que le temps s'arrête. La sensation que le temps s'arrête et qu'on a le temps de choisir le geste parfait vient de la dilatation du temps qui vient de l'augmentation de l'épaisseur de temps. D'accord. Très bien. J'aurais une dernière petite question à vous poser. Par rapport à tous ces éléments, parce qu'on voit bien quand même que lorsqu'on veut traiter de façon pertinente de tous ces sujets-là, il faut avoir un minimum de compréhension de ce dont on parle. Et donc, par rapport à l'évolution telle que vous la voyez, vous, en science, et par rapport à ses implications, quelles sont les notions? Parce que moi, je fais partie de ces personnes qui sont persuadées qu'on n'a pas besoin d'être un spécialiste, un physicien pour avoir une forme de discernement, pour avoir une forme d'esprit critique pour réfléchir. Et on voit à quel point aujourd'hui, que ce soit avec les technologies, mais de la façon dont la physique nous décrit le réel, combien il est important de bien comprendre les fondements de ce que nous dit en fait cette physique. Et donc pour vous aujourd'hui, dans la direction que prend la société notamment, quels sont les éléments, les notions qui vous semblent
les plus importants à traiter. Je vous parlais par exemple, moi les notions par exemple que je traite, ce sont les notions de matière, énergie et information, mais qui sont vraiment des choses qu'il faut essayer de traiter du mieux possible, c'est-à-dire essayer de vraiment comprendre qu'est-ce que l'on sait sur ces notions-là et pas les traiter de façon trop légère. Est-ce qu'il y a, tout comme l'entropie par exemple, est-ce qu'il y a des notions que vous conseillerez aux gens de prendre le temps, comme ils veulent, d'essayer, mais simplement de se cultiver en fait, c'est d'un point de vue de la culture, de prendre le temps de l'étudier pour vraiment répondre aux défis que nous tend la société actuelle. Oui, bien qu'il y ait encore des progrès à faire en physique à ce niveau-là, c'est tout ce qui concerne l'information quantique et les qubits. Qu'est-ce que c'est que les qubits? Puisqu'on est en train de chercher à fabriquer des ordinateurs quantiques, et on n'a pas tout bien compris, pas encore tout bien compris au niveau du quantique, mais essayer de comprendre ce que c'est qu'un qubit, essayer de comprendre l'informatique quantique, c'est quelque chose qui nous permet de mettre un pied dans le futur, même si on n'aura pas toutes les réponses maintenant, parce que les physiciens ont encore à faire des progrès conceptuels. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, la technologie est en train de dépasser la théorie. Oui. Parce qu'on n'a pas les éléments mathématiques qui nous permettent, à mon avis, de décrire le quantique correctement, parce qu'on décrit encore le quantique avec des équations du temps, comme l'équation de Schrödinger. Ça nous empêche d'avoir une vue plus générale du quantique, où on pourrait arriver, par exemple, à décrire la notion de vortex, la notion d'éther, etc. Parce qu'il y a des modèles qui font une analogie entre ce qu'on appellerait l'éther et le quantique. Et puis moi-même, je suis un peu entre ces deux points de vue, en considérant que le quantique, ça correspond à des vibrations hors du temps, c'est-à-dire qui nous font osciller entre différentes lignes de temps. Donc voilà, qu'on fasse appel à la notion d'éther, mais à condition de faire appel à un éther tourbillonnant, un éther dynamique, pas un éther statique. L'éther statique a été évacué par la physique, et à condition de faire appel à ou éventuellement des vibrations mais hors du temps. Donc dans tous les cas, il faut introduire un autre temps. Voilà, c'est ça en fait. Dans tous les cas, qu'on fasse appel à la notion d'éther, de vibrations quantiques hors du temps ou de qubits, il faut introduire en physique un nouveau temps qui va nous permettre de décrire ces phénomènes quantiques qui sont essentiellement des phénomènes qui nous font osciller entre différentes lignes de temps. Et ça, c'est la clé de la compréhension des technologies du futur. Voilà, je terminerai là-dessus. Très bien. En tout cas, donc, on est bien d'accord que le temps, en plus de ce que vous avez dit, reste une notion fondamentale sur laquelle nous devons tous prendre le temps de réfléchir. Oui, les physiciens n'ont pas encore introduit un nouveau temps, même s'il y a des velléités dans ce sens-là, mais c'est la clé de l'évolution de la science moderne et future. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Philippe Guillemant. Merci.